J'aimerais commencer cette session en vous parlant de l'optimisation de votre chirurgie et de votre bloc opératoire. Sujet qui n'est jamais abordé, car il a une connotation financière, de rentabilité financière, qui n'a pas lieu d'être discutée dans une réunion scientifique, puisque nous ne sommes pas des commerçants, mais qui peut être discutée si on parle de l'intérêt du patient. Or, l'intérêt du patient, excusez-moi, là en ce moment j'ai une crise de bégaiement, donc soyez indulgents. C'est que vous soyez confortablement installé pendant votre session chirurgicale et vous le voulez pendant toute votre vie active. Si je vous dis ça, c'est parce que nous faisons un métier à risque pour la colonne cervicale. Norton a eu des problèmes de colonne, Sylvia Bopp a dû se faire opérer de la colonne, Mireille Bonnet a eu des problèmes lorsqu'elle a fait incorporer par Zeiss un laser à l'intérieur de son microscope. Michel Gonvers a dû s'arrêter d'opérer des rétines. Et moi, j'ai fait une fracture en C6-C7 avec arrachement de l'incus et névralgie cervico-brachiale à la suite d'une session chirurgicale en 1986. Et par souci de longévité personnelle, je me suis plongé sur le problème pour savoir comment j'avais pu me faire mal. Et c'est cette expérience que j'aimerais vous donner. Vous avez deux zones à considérer. La première, c'est l'espace qui est pour placer vos jambes entre le sol et le dos et le bas de la table et qui détermine le deuxième espace entre le premier et vos yeux. Vous comprenez tout de suite que pour ne pas avoir de problème, il vaut mieux avoir des tout petits tibias. Parce que comme ça, vous passez vos jambes facilement et même vous pouvez baisser la table qui va vous augmenter le deuxième espace. Hélas, j'ai des grandes jambes. J'avais des grandes jambes et je les ai toujours. Et en plus, à l'époque, j'opérais avec une table qui avait un système pour bien positionner la tête du patient, mais par contre, qui vous empêchait de circuler, que vos jambes puissent bouger sous la table librement. De plus, elle avait un socle qui empêchait de placer les pédales en face de vous. Donc, il fallait les passer de part et d'autre du socle. Et donc, ça fut ma première erreur. J'ai opéré en écartant les jambes. J'ai fait aucune allusion, quoi que ce soit. Je voyais comme quoi la retraite, ça m'améliore. Mais ça, c'est une position qui vous crée une lordose au niveau sacré, et c'est très mauvais pour la colonne. Et à la suite de ça, à la suite de mon accident, et après 6 mois de port de Minerve allant du crâne jusqu'au bassin, j'avais calculé qu'il fallait 55 cm de libre ici pour poser les jambes, et j'avais modifié le striker en diminuant la têtière pour avoir une têtière très plate. Alors c'est moins confortable pour le malade, mais ça vous permet de gagner un peu de place parce que la têtière vous fait diminuer cette place, cette deuxième zone. Et cette distance, cette deuxième zone, elle comprend des distances fixes qui sont le corps du microscope et la focale du micro, ça vous ne pouvez pas les changer, à des distances variables comme l'inclinaison des oculaires et si vous ajoutez un filtre, un inverseur d'image ou quoi que ce soit. En tout cas, si vous additionnez tout ça, eh bien vous avez intérêt à avoir un long buste pour pouvoir atteindre votre... hélas, j'avais et j'ai toujours un tout petit buste. Et donc, je me trouve dans la même situation qu'avait Mireille. Lorsque j'avais fait en 86, j'avais demandé à Zeiss de me créer, parce que j'étais le premier à opérer en France avec une lentille grand champ, la lentille de Avi Gimblat, et j'avais demandé à Zeiss de me faire un inverseur d'image, et ça augmentait la hauteur du micro. Et donc, je me suis trouvé dans la même circonstance que Mireille quand elle avait quelque chose pour mettre le laser à l'intérieur du micro, c'est que je ne pouvais plus jouer sur rien du tout ici, et je ne pouvais jouer
que sur l'inclinaison des oculaires. Et j'ai fait la même chose que Mireille. J'ai mis les oculaires horizontaux, ce qui permet de gagner un petit peu, mais qui vous crée une lordose cervicale. Il ne faut surtout pas avoir les oculaires horizontaux. Ça vous crée une lordose cervicale et ça crée un risque de problème cervical très important. Hein. Il faut avoir le cou un peu penché. Il faut être dans la position de lecture. C'est ce que tous les gens vous recommandent, d'être dans la position de lecture avec la tête un petit peu penchée. Il n'y a jamais eu de problème pour les gens qui lisent. Hein. Par contre, tous les anapathes et tous les gens qui travaillent à la lampe à fente et qui se mettent comme ça, ils ont des problèmes au cou. Donc, faites attention à la table opératoire et évitez tout ce qui pourrait ajouter de la hauteur à votre microscope. Enfin, pour avoir les muscles du cou détendus, il faut avoir les épaules basses. C'est pour ça, n'utilisez absolument pas d'accoudoir sur votre chaise qui vous ferait poser le coude sur l'accoudoir et qui vous crée un haussement d'épaule et une tension au niveau des muscles paravertébraux. Il faut que les coudes tombent dans le vide et votre main ne repose que soit sur le petit arceau, soit moi j'avais des sacs de sable qui étaient mis sous le champ pour bien caler la tête du patient. Dans le même ordre d'idées, je parle pour les jeunes, ne soyez pas pressés de commencer à opérer. Refusez d'opérer si le malade n'est pas correctement placé. Et notamment, faites attention à ce que le plan irien soit parfaitement horizontal. Vous voyez, ce patient n'est pas bien placé, il regarde par là. Ça, c'est surtout si vous opérez avec une lampe à fente, parce que la lampe à fente, elle va rentrer verticalement. Donc, si vous voulez qu'elle rentre dans votre œil, dans l'œil du malade, il faut que l'œil soit parfaitement horizontal. Également, faites attention à ce que la tête du malade déborde un peu de la têtière vers vous. Comme ça, vous pourrez avoir la nuque un petit peu fléchie. Si la tête du malade est à distance du bord, eh bien, automatiquement, vous aurez une lordose cervicale au niveau et qui aura les effets néfastes que l'on connaît. Voilà donc mon expérience pour accroître votre longévité chirurgicale. J'aimerais aussi vous donner mon expérience pour améliorer votre rythme opératoire et l'organisation du bloc. Loin de moi l'idée de vous donner des dogmes, chacun fait du mieux qu'il peut compte tenu de l'organisation spécifique de son bloc opératoire. C'est pourquoi je ne parlerai que de mon expérience personnelle et rien de plus. J'ai dû faire face à 2 contraintes personnelles. La première, c'est de gérer jusqu'à 1800 rétines par an, ce qui fait une moyenne de 15 à 16 rétines par jour. C'est quand même pas mal, donc il fallait pouvoir accéder et trouver le moyen d'opérer tous ces malades. La deuxième, c'est que j'ai eu la chance d'avoir 2 patrons, l'un vrai patron et l'autre spirituel, qui, les deux, avaient ce même discours: ne faites jamais aux malades ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on se mette réellement dans la position d'un malade, qu'on réfléchisse à ce que l'on n'aimerait pas subir. Moi, personnellement, si j'étais malade, je n'aimerais pas être mis sur une liste d'attente. Je trouve absolument inadmissible qu'à la Riboisière, un trou maculaire ne soit pas opéré avant un mois et demi. Et encore dans les bons cas, quand on sait que le risque de ne plus lire est 6 fois plus important si on est opéré à 2/10 par rapport à 5/10. Je pense que Tadayoni n'aimerait pas être programmé à 1 mois et demi. Comprenez bien ce que je veux dire. Il ne s'agit pas d'augmenter le rythme opératoire pour gagner plus d'argent. Il s'agit de pouvoir rajouter dans la journée qui précède le jour d'opération 2, 3, 4 urgences pour pouvoir les opérer immédiatement. Une chose comme ça, il ne faut pas le faire attendre une semaine. Tous ceux qui sont venus me voir travailler savaient très bien qu'en moyenne, la veille opératoire, j'avais entre 13 et 14 malades programmés pour le lendemain matin et que durant la consultation, je rajoutais entre 7 et 9 urgences pour le lendemain après-midi.
ce qui m'a valu d'être célèbre aux États-Unis et d'être envié par les patrons américains. C'est incroyable. Nous, on est là à envier les États-Unis, mais les États-Unis, Paul Tornamby avait écrit 4 pages dans Retina Times sur mon organisation et le fait que ça permettait de gagner beaucoup d'argent. Bon. En tant que malade, j'aimerais que le chirurgien soit dans les meilleures conditions possibles. Ça veut dire non seulement ce qu'on a vu dans l'installation, mais aussi dans le choix de l'équipe chirurgicale. Je n'ai jamais eu qu'une seule aide opératoire que je formais, qui travaillait avec moi tout le temps. C'est pourquoi je n'ai jamais travaillé dans 2 salles. Pourquoi ? Parce que si j'avais eu un pépin avec un malade dans une salle, j'aurais pu penser que c'était parce que mon aide était moins bonne que l'autre. Et ça m'aurait causé des problèmes personnels. Vous savez qu'on avait fait une étude à l'EVRS intéressante qui montrait qu'un décollement de rétine qui arrive le vendredi soir a des meilleurs résultats anatomique et fonctionnel s'il est opéré le lundi matin avec l'équipe habituelle par rapport à s'il est opéré le samedi avec une équipe d'urgence. Il faut que le chirurgien soit dans les meilleures conditions de confort et avec son équipe habituelle. Personnellement, si j'avais un décollement ou un trou maculaire, je demanderais une anesthésie générale. Encore une fois, parce que j'aimerais que Jean-Paul Amar soit dans les meilleures circonstances pour m'opérer. Le médecin que je choisirais, bien sûr. Ce jugement va vous paraître ringard pour les jeunes, digne d'un vieux crocodile, mais pourtant, on avait fait en 2008 un survey qu'on avait à Prague qui avait montré que 75% des membres de l'EVRS, s'ils avaient un décollement, aimeraient être opérés sous anesthésie générale, alors que 80% d'entre eux opéraient leurs malades sous local. Ça veut dire que ces médecins ne faisaient pas pour leurs malades ce qu'ils auraient aimé pour eux-mêmes. Pourquoi ? À mon avis, il y a plusieurs raisons à cette mode de la locale. D'abord, ça fait moderne. C'est comme opérer une cataracte au laser ou faire une vitrectomie à 50 000 coups minutes, ce qui ne sert à rien, ce qui est complètement stupide sur le plan physique. Mais c'est la mode et j'aimerais qu'on ne soit pas esclave de la mode. Je vous rappelle ici même à Cannes, en 2006, quand on avait organisé le congrès mondial avec Jean-Paul, on avait fait une chirurgie en direct avec 13 spots, je crois, ou... non, il y avait combien de chirurgies en direct, tu te souviens ? Ou 17. Il y en a une seule qui ne s'est pas bien passée, c'est celle de Babak Machour, qui n'avait pas grand-chose à présenter de nouveau, donc il avait fait une membrane sous-topique potentialisée. Et ça a été une catastrophe. Pourquoi il avait fait ça ? Pour faire moderne, pour être dans la mode, pour être... Ça, c'est pas bien quand on parle de ces malades. J'estime que sous local, bon, j'ai opéré énormément de local, bien sûr, mais sous local, on a au moins une locale sur 25, sur 20 ou sur 30, je n'ai pas fait le calcul, où l'œil est un peu bloqué, où l'œil est un peu immobile et où on va être gêné pour faire une vitrectomie totale. Eh bien, quand on a 2% de complications dans nos vitrectomies, je ne trouve pas normal d'avoir 5% des cas où on est vraiment très mal. La deuxième raison, c'est qu'on veut imiter les Américains et surtout Enfin, bon, on va éviter les Américains, je ne vais pas aller plus loin. Sachez qu'aux États-Unis, le chirurgien touche une somme globale pour lui et l'anesthésiste. Et donc, c'est lui qui reverse l'anesthésiste quand il fait appel à l'anesthésiste, ce qui explique que les Américains font leur local eux-mêmes pour toucher plus d'argent. Sachez qu'à Bremen, par exemple, chez Klaus Lucke, la clinique de Bremen est l'une des 2 cliniques les plus actives en rétine en Allemagne. Eh bien, 98% de la chirurgie de rétine se fait sous anesthésie générale. 98%. Également, il faut bien reconnaître que dans un bloc, les gens qui sèment la merde, c'est quand même les anesthésistes. Et que très franchement, vous voyez, ça vous fait rire parce que vous le vivez. Ils vous brandissent la sécurité du malade et toutes ces conneries. Je suis sûr que si les anesthésistes ne touchaient pas d'argent quand ils faisaient une potentialisation d'une locale ou n'importe quoi, eh bien, ils vous feraient des générales plus volontiers. Or, on est un peu lâche, on en a marre de se bagarrer avec eux.
Et enfin, il y a surtout le problème de ce que bon nombre de blocs opératoires, dans bon nombre de blocs, l'endormissement et le réveil se fait en salle. Et on a ce paradoxe que le chirurgien va faire des prodiges pour opérer un trou maculaire ou une membrane en 15 ou 20 minutes, et qu'il y aura le réveil en salle, il y aura le nettoyage de la salle et l'endormissement du suivant, et que dans toute une matinée de 4 heures, eh bien, alors qu'il n'y aura qu'une heure de chirurgie, eh bien, on ne pourra plus faire plus. Et ça, c'est ce qu'on vit dans tous les CHU de France. Hein. S'il y en a qui arrivent à faire plus que ça, qui lèvent le doigt, mais vraiment, bon. Alors j'avais dessiné, et le risque, c'est quoi? C'est qu'on pressurise l'anesthésiste qui va faire une anesthésie trop rapide ou un réveil trop rapide avec un risque pour le malade. Donc j'avais dessiné un bloc opératoire qui permettait sans risque de réduire ce temps entre deux interventions, avec notamment 2 salles, pré- et post-opératoires. Le malade, en arrivant, était allongé dans le striker qu'il ne quittera pas jusqu'à sa sortie, et il était amené donc dans la salle d'anesthésie, où l'anesthésiste faisait soit la locale, soit la générale, en surveillant ici dans cette salle, il avait un moniteur pour savoir ce qui se passait dans les salles. Il y avait un anesthésiste par salle, bien sûr. Et lorsqu'une générale était programmée, eh bien, il y avait 13 secondes de déconnexion entre le respirateur de la salle de pré-anesthésie, de préopératoire, et le respirateur de l'opération. 13 secondes, c'est rien du tout. Et après, le malade, après 13 secondes de déconnexion également, à la fin de la chirurgie, regagnait la salle de post-opératoire, où il restait 1 heure, où le personnel infirmier le monitorait pour qu'il ait pas mal et que tout se passe bien. Ce qui fait que moi, régulièrement, tous les matins, je faisais entre 13 et 14 opérations en ayant le temps de prendre un café et un croissant, et ça sans stress, sans s'énerver, et ça m'a donné quoi? Vous savez qu'une rétine, ça rapporte plus à une clinique lorsqu'on fait bien la chirurgie en faisant attention au coût, ça rapporte beaucoup plus qu'une cataracte. Et quand vous avez ce rythme opératoire, vous pouvez demander ce que vous voulez au directeur de la clinique. Il va vous offrir une machine à contrôle des débits, il va vous offrir une lampe à fente intégrée, il va vous offrir ce que vous voulez. Et ça aussi, c'est pour la sécurité du malade. Merci de votre attention. On a 5 minutes de discussion, si vous voulez. Oui. Tu es contre la chirurgie tête haute, donc. Tête haute. Avec l'écran, on est par définition à l'horizontale. Alors, on en parlera parce qu'il y a une présentation sur la chirurgie tête haute. On parlera de cette supercherie, mais Alcon est incroyablement fort sur le plan marketing. Il n'y a qu'à voir les implants jaunes, il n'y a qu'à voir tout ça. Ce sont des gars, ils ont des tips sur le plan marketing. Désolé. Formidables. Je voulais pas appuyer sur le bouton Alcon, je suis D'accord, désolé. ok.